on a fait de la formation. On a formé toute notre équipe à partir du travailleur, aller jusqu'à notre estimateur. Même nos adjointes ont pris la formation. On a été bien accompagnés de la part des fournisseurs de ces différentes technologies-là. Puis, ça fait en sorte que une fois en chantier, une fois qu'on a tout construit, autrement dit, on rentre à l'intérieur des bâtiments, puis que ce soit la GCR ou n'importe quel professionnel, notre architecte, nous-mêmes, quand on rentre puis on regarde l'œuvre, là, on dit, ben OK, on vient de découvrir vraiment quelque chose parce que c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus durable, c'est imputrescible, c'est incombustible. Donc, tu sais, aujourd'hui, avec les changements climatiques, tout ça, ben c'est très approprié. Bonjour, ici Mélissa Jacob, courtier immobilier commercial chez PMML. Aujourd'hui, je suis en compagnie du président de groupe Chevalier-Séguin, Marc-Antoine Chevalier. Bonjour Mélissa. Bonjour Marc-Antoine. Merci de m'accueillir dans vos quartiers aujourd'hui. Merci Marc-Antoine d'avoir accepté mon invitation. Donc aujourd'hui, on vous laisse rencontrer pour discuter. Là. Je sais que vous avez plusieurs actions écologiques que vous avez établies dans vos projets de construction, autant ceux que vous avez déjà faits auparavant que vos projets futurs. Donc, je voulais qu'on en discute. On le sait que présentement, c'est d'actualité, le ESG, donc environnemental, social et gouvernance. Les locataires commerciaux et résidentiels cherchent de plus en plus des immeubles avec ces critères écologiques, verts, puis exploitant aussi l'économie d'énergie. Même les fonds d'investissement, on en a parlé, c'est des critères qui vont exiger dans leur acquisition. Donc, c'est sûr qu'il faut suivre le courant, il faut se convertir, dans le fond, au type d'immeuble et aux demandes. Tout à fait. Tout à fait. Écoute, Marc-Antoine, est-ce que tu peux nous parler un peu, c'est quoi la mission chez Groupe Chevalier-Séguin? Chez Chevalier-Séguin, grosso modo, notre mission principale, c'est sûr que c'est bâtir. Hein? Donc, on est des bâtisseurs, on est des constructeurs. On construit depuis 17 à 20 années. Donc, on a suivi un peu, justement, l'évolution du domaine de la construction. Donc, aujourd'hui, on est axé aussi énormément sur bâtir pour plus tard, pour du patrimoine. On pense au legs qu'on va laisser demain matin, hein, avoir un impact positif, finalement, sur les prochaines générations, finalement. Donc, en gros, ça se résume, bâtisseur de communautés prospères et inclusives. Groupe Chevalier-Séguin, c'est une entreprise aussi familiale, si je ne me trompe pas. C'est familial. On a commencé ça, Alain et moi, Alain étant mon père, en 2005. Donc, on a commencé en 2005. On était des charpentiers menuisiers. Tranquillement, pas vite, on a mis le cap sur devenir entrepreneur général, toujours pour avoir un petit peu plus d'emprise sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on bâtit finalement, et ne pas faire juste des parties de bâtiment. Puis, tranquillement, pas vite, on s'est en allé vers justement de la promotion immobilière, donc acheter du terrain, bâtir, revendre. Puis aujourd'hui, là, on développe à petit peu plus grande échelle dans du multilogement locatif, donc que l'on va garder finalement pour du patrimoine. Vous avez touché à plusieurs vocations. Vous avez fait industriel, commercial, multilogement. Vous avez vraiment touché un peu à tout. Puis là, ce qu'on voit, c'est que justement, les choses que vous avez fait, les projets que vous avez faits au niveau du résidentiel, vous voulez l'emmener aussi dans le commercial. Quand on parle de projet, on parle de matériaux que vous avez utilisés auprès de certains projets que l'on va emmener dans le commercial, comme le point cardinal. Là. Tout à fait, à Saint-Amable. Tout à fait. Bien, dernièrement, nous, on a mis une technologie en place. C'est une technologie, dans le fond, de construction intégrée. On n'a pas réinventé tout, on l'a simplement découvert. Par le biais, justement, de certains programmes qui sont en place, qui sollicitent, justement, de s'en aller vers une efficacité énergétique, qui rentre directement en phase avec, finalement, nos valeurs et tout, bien, on a cherché des solutions, finalement, pour maximiser cette efficacité énergétique-là. Donc, via plusieurs composantes comme ensemble, dont, justement, des matériaux qui existent, somme toute, depuis longtemps, mais qui étaient peu utilisés et dont on connaît encore un peu... dont on connaît encore très peu, finalement, là, les effets à long terme sur l'efficacité énergétique puis sur la durabilité des bâtiments.
Donc, l'idée là-dedans, c'est de dire, bon, ben nous, est-ce qu'on est capable de faire une différence, justement? On a la ressource aujourd'hui, on a la technologie, l'innovation, qu'on avait peut-être un petit peu moins, ou du moins on était moins orienté vers ça il y a de ça 17, 20 ans. Ben aujourd'hui, on a ça, c'est à portée de main. On a comme philosophie aussi que l'innovation, la technologie va finir par quand même sauver une partie de la planète en quelque sorte, finalement. Donc, on veut être un acteur là-dedans. Donc, on développe dans ce sens. Justement, le 13 mai dernier, là, dans la presse, on a pu lire un article « Une maison à l'abri des dégâts d'eau ». Le concept est un bâtiment étanche construit en acier et en béton. Puis, vous avez donné le nom au concept là, Eco House. Est-ce que tu peux justement élaborer sur le concept Eco House? Oui, bien c'est ça. Dans le fond, cette technologie-là, c'est une technologie de construction intégrée. Donc, on n'a rien réinventé. On l'a découvert. Ça fait plusieurs années que ces technologies-là existent. Cependant, la combinaison entre eux n'avait pas été faite encore, je crois, ou du moins pas étudiée. Donc, nous, on a décidé de prendre les 3 petites maisons de ville dont on parle dans l'article de presse, puis d'en faire un banc d'essai. Bon, puisqu'on avait 3 maisons de ville, aujourd'hui, on fait des projets de plus grande envergure. On trouvait que c'était un risque limité de dire, bon, ben on va l'essayer. Donc, on a fait de la formation. On a formé toute notre équipe à partir du travailleur, aller jusqu'à notre estimateur. Même nos adjointes ont pris la formation. On a été bien accompagnés de la part des fournisseurs de ces différentes technologies-là. Puis, ça fait en sorte que une fois en chantier, une fois qu'on a tout construit, autrement dit, on rentre à l'intérieur des bâtiments, puis que ce soit la GCR ou n'importe quel professionnel, notre architecte, nous-mêmes, quand on rentre puis on regarde l'œuvre, là, on dit, ben OK, on vient de découvrir vraiment quelque chose parce que c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus durable, c'est imputrescible, c'est incombustible. Donc, tu sais, aujourd'hui, avec les changements climatiques, tout ça, ben c'est très approprié. De l'autre côté, ben ça vient pallier aussi à certaines évolutions de la maison en bois et briques classique, dans le fond, qui aujourd'hui, dans certaines applications, sont moins durables, justement. Aujourd'hui, on a référence à quel matériau? Bien, particulièrement les maisons à ossature de bois. Puis, de loin de moi de cracher sur le bois parce que je suis un passionné du bois, je suis charpentier-menuisier à la base et tout. Mais c'est important, de voir ça comme étant... les normes de conception ont changé. Le niveau de design des habitations s'est élevé à un certain cran. Les performances énergétiques, justement, même via les codes nationaux en vigueur. On le mentionne aussi, 20 d'économie sur la consommation d'énergie. Oui, c'est quand même tout à fait. assez significatif. Exactement. Avant d'être capable d'aller chercher ça avec la structure de bois, bien, ça en prend beaucoup. Puis si, exemple, on veut être dans un design contemporain, bien là, on parle d'une maison de bois où est-ce que, par exemple, il n'y a pas de corniche, parce qu'on veut avoir quelque chose de très, très épuré. Aujourd'hui, on a des jeux de membrane pour sceller les bâtisses énormément. Donc, quand tout ça s'est fait dans les règles de l'art, c'est bien contrôlé, je crois que c'est encore très performant. Mais l'histoire nous dit qu'aujourd'hui, en mettant ces normes-là en place, la maison de bois, bien, il s'en sort beaucoup de vices de construction. Donc, nous, on a voulu pallier à ça pour tout ce qui est maison individuelle et peut-être même aller le chercher à plus grand volume, finalement. Donc, c'est une technologie qui, en fait, vient avec des études d'efficacité énergétique. Donc, ce qui nous permet de dire qu'on va aller chercher jusqu'à 20 d'efficacité énergétique dans de la maison unifamiliale. Mais de l'autre côté, qui ensuite, on va avoir aussi un processus d'amélioration continue. OK? Donc, nous, on va monitoriser aussi ces habitations-là qu'on fait pour aller chercher, c'est quoi le vrai impact qu'on a eu? On a eu des études d'avant-projet. Maintenant, sur celles-ci, est-ce qu'on réalise nos objectifs? Puis même, est-ce qu'on va au-delà? Puis après ça, de façon un peu scientifique, de venir faire un retour puis d'améliorer le produit, finalement. Est-ce qu'on pourrait dire, vis-à-vis ces maisons-là qui ont été bâties, que c'est des immeublés, que c'est des maisons qui sont 100 écologiques? Est-ce qu'on pourrait s'avancer vers ça ou pas encore? Pas encore. Moi, je suis pas prêt à dire ça. On est quand même... ça existe. On sait qu'on va aller chercher 20 d'efficacité énergétique. Maintenant, après ça, il y a plein d'indicateurs pour aller chercher justement une norme ou aller chercher justement
autrement dit, Une certification? Bien, une mesure en matière environnementale. Donc, la certification, bien, il y a la certification WELL, il y a la certification LEED. Il y en a d'autres au niveau qui s'adressent aussi au bâtiment. Nous, on n'est pas à l'étape d'être dans les certifications actuellement. Par contre, on est vraiment à l'étape de faire des actions concrètes. Donc, pour l'instant, on fait les actions, on étudie nos actions, on étudie les coûts qui sont reliés à ça. Puis ensuite de ça, bien, on va choisir aussi une accréditation finalement, qui s'adresse un peu à ce qu'on fait, d'une certaine façon. Actuellement, pour une petite compagnie comme nous, avoir un bâtiment LEED, bien, c'est beaucoup de bureaucratie. Ça fait des projets qui sont un peu plus longs, tout ça. Puis, on est prêt à le faire, mais actuellement, c'est de voir quel impact qu'on peut avoir réellement sur le terrain. Donc, on n'a peut-être pas rapidement aussi. Puis rapidement, parce que là, nous, on développe. Donc, ce qui est important, c'est que les bâtiments, quand même, aient une orientation environnementale. On y met tout. Là, maintenant, après, pour être capable de le mesurer, bien là, c'est là que ça prend des accréditations. Mm-hmm. On parlait tantôt des fameux ESG. Pour nous, ça reste une destination. On ne peut pas se dire aujourd'hui ESG, bien qu'au niveau environnemental, on en fait beaucoup. Puis depuis longtemps, parce que c'est une valeur à la base. Au niveau social, c'est la même chose. Puis au niveau gouvernance, c'est la même chose. Maintenant, comment être capable de le mesurer? Bien là, c'en est une autre. Puis peu de compagnies aujourd'hui sont capables de dire, OK, on mesure réellement. Donc, là, à partir de là, pour le mesurer, c'est là où est-ce qu'on va aller chercher des programmes autres, puis justement des accréditations autres. Okay. Est-ce qu'il y a des accréditations, que vous avez déjà dit, OK, c'est sûr que celle-là, on s'en va la chercher. Est-ce que vous avez commencé à analyser quelle accréditation vous allez aller chercher? On est vraiment en ce moment en push and pull sur ça. Actuellement, on essaie de ne pas manquer un événement crédible sur le Grand Montréal qui parle justement de mesures environnementales, de LEED, de tout ce qui est béton, VS, justement, matériaux biosourcés. Donc, on est plus en formation puis à se renseigner pour savoir réellement qu'est-ce qu'on fait. Vous êtes dans l'action. Vraiment. Mais d'avoir choisi, non. On regarde au niveau corporatif, justement, une norme comme B Corp, qui est sensiblement qui est à l'international. Mais il y a des normes ISO aussi qui peuvent venir s'appliquer. Il y a une norme comptable qui va se travailler dans les prochaines années aussi pour aller mesurer tout ce qui est extra-financier puis vraiment valoriser. Donc, oui, on est vraiment présent au niveau ESG. Je pense qu'on a toujours eu justement les responsabilités sociétales d'entreprise. C'est ancré en nous. Maintenant, le prochain mouvement à faire, c'est vraiment d'aller le mesurer. Chercher vos accréditations. Chercher les accréditations, puis les bonnes accréditations, pour pas non plus... pour ne pas perdre de temps, au final, pour en revenir à ce que tu disais. Mais ESG reste la destination pour vous. Ça reste une destination, puis on y travaille toujours. Là. Ça se résume en concret énormément. Je vais donner un exemple. Les technologies dont on parle avec les maisons de ville, c'est du coffrage isolant. Okay. Donc, autrement dit, c'est des murs en béton armés entre deux parois de styromousse. Il y a très peu de pertes de matériel. C'est ce qui est intéressant avec cette technologie-là. Puis ça évite beaucoup d'étapes sur le chantier parce que le même corps de métier peut faire beaucoup à travers la charpente de l'immeuble. Donc, au lieu d'avoir un ferrailleur, d'avoir un charpentier, généralement, on peut tout mettre, la charpente, l'enveloppe du bâtiment, dans les mains d'un charpentier menuisier. Ça, c'est intéressant. Il y a très peu de pertes de déchets, comme je disais. Il y a très peu de pertes de matériaux. Somme toute, il reste des pertes. Exemple, on va découper les ouvertures pour les fenêtres dans le matériel. Donc, il reste une certaine perte. Bon, maintenant, le fait d'avoir une destination ESG, le fait d'amener nos gens en formation, puis de les amener même aussi au niveau ESG, environnemental, de se poser la question, d'amener la réflexion plus loin, de penser avant, puis de penser au deuxième degré, dire « Ah, ça coûte trop cher, oui, mais est-ce qu'il y a une solution? » Donc, comme qu'on discute depuis le début, Marc-Antoine, on le sait qu'on se dirige vers des constructions qui vont être à critères ESG. On n'a pas le choix. Au niveau des institutions financières, ça va devenir un critère obligatoire pour le financement et qui va aider aussi. Donc, on a discuté, on sait aussi que le point cardinal s'en vient. Est-ce que vous savez quand vous allez mettre l'appel?
C'est incessamment. Dans le fond, on a l'objectif là, de s'installer au mois d'août, puis probablement commencer au mois de septembre. Donc, ça s'en vient. Saint-Amable, es-tu prêt à avoir un projet d'envergure comme ça, tu penses? Saint-Amable, du moins, oui, je crois que Saint-Amable est prêt à, finalement, bien, forcément, parce que nos plans sont acceptés par la municipalité et tout, donc je pense qu'ils ont vraiment la même ambition que nous. Maintenant, après, il faut voir parce que c'est sûr que construire à Saint-Amable, ça reste plus compliqué que construire, exemple, dans une municipalité où toutes les infrastructures puis tout est déjà là. Saint-Amable, il y a plusieurs enjeux. Hein. Sol. Le sol. Est-ce On que tu est peux nous en parler un dans peu? de l'argile. Hein? Ben, l'argile, il semblerait à Saint-Amable que, dans le fond, c'est un peu comme la texture du yogourt. C'est liquide. C'est liquide. Mais la bâtisse ne s'enfoncera pas dans le sol, mais ça prend beaucoup de pieux pour supporter le poids de la bâtisse. Donc, on a quand même des enjeux là, à ce niveau-là. On a des enjeux, il y a des enjeux d'infrastructure aussi, c'est sûr. Il y a eu quand même une grosse pression de développement hein, sur les couronnes. Pendant la pandémie, dans le fond, je pense que deuxième, troisième couronne, et même plus, là, vraiment en ruralité, je pense que les administrations publiques ne s'attendaient pas à avoir autant de gens qui viennent, une pression là, de gens qui veulent venir habiter, tout ça. Donc, on le voit. Qui veulent développer. Puis qui veulent développer par le fait même parce que, ben, dans le fond, les développeurs suivent aussi les acheteurs. Hein. Donc, en conclusion, on a parlé de plein de beaux sujets aujourd'hui. Groupe Chevalier Séguin, on a des beaux immeubles qui s'en viennent, des beaux projets aussi, plein de certifications aussi qui s'en viennent. Tout à fait. Ça, on construit d'abord, on construit bien, on construit solide, durable, efficace énergétiquement. Puis ensuite, effectivement... Écologiquement, par le biais. Puis ensuite, ben oui, c'est une croisière, c'est un long cheminement de se rendre jusqu'à toutes les certifications, tout ça. Mais nous, on a quand même la philosophie de dire, on aime bien faire de la randonnée pédestre, hein, puis on va faire des sommets de montagne. Mais quand on veut se rendre au sommet, dans le fond, on ne vise pas le sommet à tout prix. On veut avoir du plaisir tout le long, dans le fond, de la randonnée. Puis arrêter au petit ruisseau, puis avoir le temps de prendre une tasse d'eau. Après ça, arrêter sur le cap de roche, puis avoir le temps d'écouter les oiseaux. Puis ensuite, on va atteindre le sommet. Mais sans jamais reculer. Puis c'est un peu ça, le trend. Donc, on va rester à l'affût du projet de Saint-Amable qui s'en vient prochainement. Bien, merci, Mélissa. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Mais je dis nous parce que, dans le fond, je représente mon équipe, Groupe Chevalier Séguin. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, c'est ce qui conclut notre entrevue aujourd'hui avec Marc-Antoine Chevalier de Groupe Chevalier Séguin. N'hésitez pas à suivre les autres vidéos sur pmml.tv, de nous suivre sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée.